qui est Pardon, c'est moi, j'ai oublié Ah d'accord. d'enregistrer. Il y a une image d'Épinal qui est véhiculée par beaucoup de Juifs d'Afrique du Nord et surtout du Maroc, parce que Tunisie et Algérie quand même un peu moins, surtout du Maroc, c'est que tout était magnifique. Ah, vraiment, ceux qui viennent du Maroc ont le sentiment que voilà, ils ont passé euh, des très belles périodes, leurs parents également, que tout allait bien, qu'il y avait une cohabitation pacifique avec les musulmans, qu'on s'entraidait, qu'on commerçait ensemble, etc. Alors, moi, je vais tempérer quand même un petit peu cette image idyllique parce que les choses n'ont pas été aussi simples et en tout cas, même s'il y a la période moderne, vraiment, donc ma génération et celle des parents, les choses allaient plutôt bien. Il faut quand même savoir tout ce qui s'est passé auparavant et ça n'a pas toujours été rose, on va dire. Hein. Alors, je vais remonter donc à l'origine, si vous voulez bien. Et alors, on ne peut pas connaître, enfin, c'est très difficile de connaître avec précision l'origine de la présence juive en Afrique du Nord, mais on sait avec certitude tout de même qu'ils sont présents depuis la période du Second Temple, c'est-à-dire après l'exil en Babylonie, disons dans les derniers siècles avant l'ère chrétienne, mais c'est surtout après le début de l'ère chrétienne qu'ils sont arrivés de façon un peu plus massive, plus conséquente dans toute l'Afrique du Nord. Il est possible que Titus, après la destruction du temple, ait déporté à Carthage notamment, donc au nord-est de la Tunisie, environ 30 000 juifs. C'est ce qui apparaît en général dans les décomptes des historiens. Un des signes d'une présence juive ancienne a toujours été les tombes. Donc, on trouve au Maghreb des nécropoles avec des inscriptions funéraires qui sont étonnamment en hébreu, en grec ou en latin. Ce qui prouve que les frontières étaient poreuses à l'époque et on passait assez facilement d'un lieu à un autre. Et puis, donc, ils sont présents depuis cette époque-là. Et ensuite, bien sûr, ces communautés se sont vues accrues, augmentées en accueillant des immigrants, notamment, alors bien sûr, ils venaient toujours un peu du Proche-Orient, mais notamment ensuite de l'Espagne. Je ne parle pas encore de l'Espagne de l'Inquisition, mais de l'Espagne du 7e siècle, parce qu'ils fuyaient les persécutions des Visigoths, et ensuite avec les Almohades et les Almoravides, on va en parler, et ensuite, bien sûr, avec la Reconquista et l'Inquisition. Donc, tout ça, finalement, a fait venir en Afrique du Nord des vagues successives d'immigrants qui se sont mêlés les unes aux autres. Lorsque l'islam s'impose, c'est-à-dire dès le 7e siècle, on va rentrer dans les détails tout à l'heure, mais dès le 7e siècle, ils auront le fameux statut de dhimmi. Alors, qu'est-ce que c'est que la dhimmitude, ce statut de dhimmi? Ceux qui ont vécu en Afrique du Nord savent évidemment ce que c'est. Ce statut, il est originaire, disons, du pacte, enfin, c'est une théorie dont l'authenticité est un petit peu mise en doute, mais néanmoins, c'est la théorie la plus fréquente, enfin la plus admise, disons. Omar étant un calife successeur de Mahomet, il aurait rédigé un pacte, on appelle ça le pacte d'Omar, Oumar ou Omar, qui ferait des religions non musulmanes, donc c'est les juifs et les chrétiens, des religions soumises mais protégées. C'est-à-dire que le statut de dhimmi est un statut un peu ambigu, on va dire. C'est-à-dire que les religions du livre, comme ils les appellent, donc christianisme et judaïsme, sont des religions protégées, mais néanmoins, elles sont soumises. Elles sont soumises sur plusieurs plans. Par exemple, elles doivent payer la jizya, qui est un impôt spécifique. Ils n'ont pas le droit de construire des synagogues plus hautes ou des églises, hein, mais c'est le judaïsme qui nous intéresse plus particulièrement ici, donc plus hautes que des mosquées. Quand un juif et un musulman se croisent, si le juif est sur un âne, eh bien, il doit descendre de son âne. Donc, vous voyez, des petites marques comme ça, alors des signes distinctifs aussi, assez souvent, des marques d'infériorité, mais néanmoins, c'est une protection tout de même. Donc, dans tous les pays musulmans, ils auront ce statut de dhimmi. Alors, le manque d'information des origines a suscité évidemment
pas mal de… Je regarde l'heure pour savoir combien de temps je vais faire. Essayer de finir vers 7h15, comme ça on laisse un peu de temps pour les questions. Donc, le manque d'information a suscité pas mal d'hypothèses. Et une des hypothèses qui a cours concernant le judaïsme, surtout marocain, mais aussi algérien, ce sont les conversions des Berbères. Alors, beaucoup de Juifs, semble-t-il, seraient issus de conversions de Berbères. Il faut savoir qu'à l'époque de l'Empire romain et un peu plus tard, il y a eu pas mal de prosélytisme juif. Alors que le prosélytisme juif, vous devez savoir que ce n'est pas tellement, en tout cas aujourd'hui, c'est même plutôt le contraire. Hein, on a plutôt tendance à refuser, enfin à mettre des bâtons dans les roues, disons, aux juifs qui veulent se convertir. Mais à l'époque romaine, et notamment dans l'Empire romain, il y avait pas mal de conversions. Et les Berbères, apparemment, une partie des Berbères auraient été attirés par le judaïsme et se seraient convertis. Alors attention, ils se seraient convertis, mais pas du tout au judaïsme qu'on appelle aujourd'hui halachique, au judaïsme rabbinique. Hein. Ils se sont convertis à une forme qui serait plutôt proche du karaïsme. Hein. Si vous ne savez pas ce que c'est que le karaïsme, je vous l'expliquerai tout à l'heure si vous me posez la question. Alors, en revanche, il est très excessif de dire que majoritairement, les Juifs d'Afrique du Nord seraient des Berbères convertis. C'est vraiment excessif. Hein. Mais les contacts, en tout cas, avec les Berbères, avaient bien lieu. C'était des contacts culturels, des contacts civilisationnels, des contacts commerciaux. Alors, il y a à la fin du 7e siècle, notamment, une personnalité célèbre, c'est une reine célèbre qui est la Kahena, qui serait descendante, enfin il y a beaucoup de légendes qui entourent sa vie, hein, mais elle serait donc descendante d'une tribu berbère convertie au judaïsme. Alors on a quelques certitudes sur sa vie, enfin une certitude sur sa mort déjà, elle est morte en 703 après avoir combattu les armées omeyyades parce qu'elle voulait résister contre l'islamisation forcée de la région. Et elle aurait fait et cause, disons, pour les Juifs et le judaïsme. Alors bon, voilà, encore une fois, une vie tissée de légendes. Ensuite, les musulmans ont pris le dessus sur toute l'Afrique du Nord et la plupart des Berbères, qu'ils aient été ou non déjà judaïsés ou convertis au judaïsme, se sont convertis à l'islam. Donc l'islam a été une sorte de tsunami, on peut dire, puisque à travers leur conquête, eh bien, ces musulmans ont converti, souvent de force, mais pas toujours, hein, la plupart des populations du Maghreb. Ensuite, on va voir, ils sont arrivés jusqu'en Espagne, bien sûr. Avec les migrations venues de l'Est, donc de la péninsule arabique, des premiers musulmans, viennent aussi des Juifs qui prennent j'ai envie de dire, le train en marche, vous voyez ce que je veux dire, enfin, qui viennent en même temps, et notamment à Kérouan. Donc, Kérouan, en Tunisie, bien sûr, devient le centre juif le plus important de toute la région, environ au 7e siècle. Alors, il y a des historiens qui confirment ça, qui confirment qu'il y a notamment un calife qui s'appelait Abdel-Malik, qui vivait au 7e siècle, qui a poussé les Juifs à s'installer là, conscient qu'il était, comme beaucoup d'autres le seront, de l'apport, notamment dans le domaine de l'économie, que les Juifs pouvaient apporter aux populations. Il semble qu'il parlait, selon les moments et selon les familles, arabe, hébreu ou araméen. Voilà, donc les trois langues qui se sont mélangées un petit peu. Et à cette époque-là, il continuait d'ailleurs à avoir beaucoup de liens, notamment intellectuels, avec les académies talmudiques qui étaient en Babylonie, puisque vous savez que le Talmud de Babylone, comme son nom l'indique, a été rédigé en Babylonie, et qu'ensuite, il y a eu des académies talmudiques qui très célèbres, qui ont été florissantes. Et puis, ensuite, sous l'émir, un émir et conquérant, hein, les deux en même temps, qui est Moulay Idriss II, nous sommes au 9e siècle, qui fonde la ville de Fès et qui fonde en fait un État, on ne peut pas dire islamique, mais musulman, disons, parce qu'aujourd'hui, islamique, ça a pris une autre connotation. Les Juifs qui fuient les persécutions des Visigoths en Espagne vont affluer vers l'Afrique du Nord.
Et notamment, beaucoup s'installent à Fès, où ils rejoignent un certain nombre de familles déjà présentes. Alors ensuite, ce qui se passe, c'est que le centre intellectuel d'Orient, donc Babylone et tout l'Orient, va se transplanter, pour des raisons géopolitiques un peu compliquées, va se transplanter vers l'Afrique du Nord et vers l'Espagne, avec tous les grands penseurs et philosophes espagnols dont vous connaissez au moins le nom. Alors, pendant la période fatimide, donc entre le Xe et le XIIe siècle, toute la région connaît une période de grande prospérité, dont les Juifs profitent également, mais une embellie de courte durée, puisque ensuite il y a des dissensions au sein même des tribus ou du pouvoir musulman, et les Juifs, malheureusement, sont souvent les victimes collatérales, et ça sera le cas dans toute leur histoire, malheureusement, les victimes collatérales de ces dissensions et de ces crises, au point qu'ils seront expulsés de Fès en 979, que des centaines d'entre eux sont massacrés quand la ville est saccagée également par un chef berbère en 1032, et que d'autres communautés sont également anéanties, comme par exemple à Tlemcen, qui sera à l'époque moderne, vous connaissez sûrement des Juifs de Tlemcen, une communauté florissante. Également, communauté presque anéantie à Meknès au Maroc. Ensuite viennent les Almoravides. Les Almoravides sont des tribus berbères qui fondent Marrakech. Alors, la fondation de Marrakech, elle est située en 1062. Ils prennent Fès, Tlemcen, Oran et Alger avant de se transplanter et d'envahir le sud de l'Espagne. Ils tolèrent les Juifs, mais avec déjà une première tendance à l'islamisation et toujours, bien sûr, dans un statut de dhimmi. Les choses vont changer négativement avec les Almohades. Les Almohades sont également des tribus d'origine berbère, venues également du Maroc, qui envahissent la totalité du Maghreb au XIIe siècle. Et là, eux, ils vont vraiment imposer un islam très rigoureux. Et jusqu'en Espagne, ils vont imposer cet islam très rigoureux et vont essayer de forcer aux conversions. Donc, les Juifs et les chrétiens en sont victimes, mais pas seulement. C'est ça le plus incroyable. Malheureusement, encore aujourd'hui, les musulmans sont les premières victimes de l'islamisme. Et là, ce qui se passe, c'est que les musulmans aussi sont victimes de cet islamisme rigoureux et intolérant, puisque, par exemple, les livres d'Averroès sont brûlés. Et Averroès lui-même est exilé en 1197. Donc, les Juifs subissent des conversions forcées, ils sont parfois massacrés, et il faudra attendre le déclin de la puissance almohade pour que les choses commencent à aller un petit peu mieux. Un petit peu mieux parce qu'il y aura toujours, ponctuellement, tout de même, des expulsions ou des massacres. Par exemple, au Maroc, au XIIIe siècle, on compte 17 communautés, ce qui est quand même déjà énorme, mais avec une situation très précaire, puisque, par exemple, il y a une sorte de pogrom. Je vais appeler ça pogrom parce que c'est un mot que tout le monde connaît, même si c'est un mot qu'on utilise surtout dans le monde ashkénaze. Il y a un pogrom à Fès en 1276 où 14 Juifs sont massacrés. Ensuite, un nouveau tournant va avoir lieu au moment de la Reconquista. Donc, la Reconquista, je pense que vous connaissez, c'est la reconquête de la péninsule ibérique par les chrétiens, par les catholiques, qui chassent, au fur et à mesure qu'ils descendent du nord, qui chassent les musulmans qui, eux, contrairement aux juifs, ont des pays où se réfugier. Donc, les musulmans, pas tous, il y en a qui subissent aussi des conversions forcées, mais ceux qui le peuvent vont se réfugier dans les pays du Maghreb, alors que les juifs, eux, malheureusement, n'avaient pas de pays pour les accueillir. Et donc, avec l'expulsion de 1492, ils sont partis un peu là où ils pouvaient. Alors, beaucoup sont partis vers l'Empire ottoman qui les a très bien accueillis. Ils savaient ce qu'ils faisaient, puisque du coup, l'Empire ottoman a prospéré en grande partie, Salonique par exemple, Istanbul aussi, en grande partie grâce aux Juifs. Et sinon, beaucoup sont partis. Alors, beaucoup sont allés aussi à Amsterdam, enfin même dans le sud de la France et vers le nord. Et beaucoup sont arrivés au Maghreb, et notamment dans le nord du Maghreb, où ils ont transplanté leur culture hispanique parce qu'ils ont continué à parler espagnol
jusqu'à l'époque moderne. Ce n'était pas un espagnol pur, c'était le judéo-espagnol ou le ladino, mais ils ont continué à le parler et donc beaucoup de Juifs d'Afrique du Nord, de l'Afrique du Nord, ont continué jusqu'à l'époque moderne à parler entre eux espagnol. À Fès apparaît le premier Mellah, donc le premier quartier spécifiquement juif du Maroc, qui voit le jour en 1438. À partir de ce moment-là, ils vont s'installer pour la plupart, se regrouper, disons, dans des quartiers juifs, dans voilà, Khoudérias, on les appelle en espagnol, mais Mellah en arabe. Alors, par exemple, Tétouan, Tanger, Fès, Meknès, Rabat, etc. Moins nombreux sont ceux qui arrivent en Algérie et en Tunisie. La vague d'immigration la plus importante en Algérie, elle date des premières persécutions en Espagne, qui datent elles-mêmes de 1391. Et Alger est devenu d'ailleurs un centre rabbinique très important. Alors, il y en a quand même qui arrivent jusqu'à Oran, jusqu'à Mostaganem, jusqu'à Tlemcen, jusqu'à Constantine également. Et il y aura des rabbins importants en Algérie qui sont d'origine espagnole. Ensuite a lieu la conquête ottomane. Alors les Ottomans, l'Empire ottoman il a été fondé à la fin du XIIIe siècle, ils arrivent à conquérir l'ensemble du Maghreb à partir de 1530, mais ça va impliquer des choses plutôt positives et d'autres négatives. En tout cas, ça va impliquer des rivalités constantes entre les locaux et les sultans ottomans. Les Juifs vont être toujours sous statut de dhimmi, souvent victimes de discrimination et d'exactions. Par exemple, ils n'ont pas le droit de posséder des terres, ça malheureusement on a l'habitude parce que dans toute l'Europe c'était la même chose, et ils vivent dans une pauvreté extrême. Cela dit, il faut bien être conscient que le monde arabe dans son ensemble vivait dans une pauvreté extrême. Donc les Juifs finalement ne faisaient pas exception. Est-ce qu'ils étaient plus pauvres ou plus précaires que les autres? Peut-être plus précaires, oui, parce que justement, ils ne pouvaient pas posséder de terre et être agriculteurs, et parce qu'ils n'avaient pas les mêmes droits, mais la pauvreté était quand même, si je puis dire, la chose du monde la mieux partagée dans cette région. Par exemple, des statistiques disent qu'à Fès, par exemple, sur une population de 5000 juifs, ce qui est beaucoup quand même pour l'époque, on estime qu'il y a 1400 mendiants. 1400 vraiment mendiants sur 5000 juifs. Alors, encore une fois, la pauvreté est quand même très partagée dans tous ces pays, mais à cette pauvreté matérielle, disons, s'ajoutent évidemment les discriminations, les mesures discriminatoires, etc. Quel judaïsme pratiquent-ils, ces gens-là? C'est un judaïsme empreint de superstition, beaucoup de mysticisme, beaucoup de croyances, par exemple, dans les saints, mais ça, j'ai remarqué que même à l'époque moderne, il y a beaucoup de juifs du Maroc qui vont encore, disent-ils, pèleriner les saints. Donc ça, j'avoue que c'est quand même assez étonnant parce que dans le judaïsme, il n'y a pas de saints. Même si voilà, les tzadikim ne sont pas des saints, donc bon, on peut aller se recueillir sur une tombe, mais là, ça prenait quand même parfois des proportions incroyables, et ce n'était pas du tout seulement le cas, bien sûr, au Maghreb, puisque c'était dans le cas également dans les pays, par exemple, au moment du chassidisme, où parfois, on allait passer plusieurs jours à faire des prières sur les tombes de ces tzadikim qu'on appelle donc des saints. Beaucoup de superstitions, je dirais, par exemple, face à la maladie. Quand il y a un malade, qu'est-ce qu'on fait? On fait des prières. On fait des prières et on change son nom, par exemple. Ce qui fait que beaucoup sont assez mystiques et vont tomber un peu dans le piège aussi du faux prophète, Shabbatai Tzvi, qui emporte des communautés entières dans son sillage, en Afrique du Nord, dans tout l'Empire ottoman, en Italie, et ça va monter même jusqu'à Amsterdam et jusqu'aux États baltes. Au Maroc, ils obtiendront dans une ville particulière un statut de protégé, c'est la ville de Essaouira. Essaouira, c'est Mogador, c'est la même ville, elle a changé de nom plusieurs fois selon les époques. Elle a été fondée en 1764 par le sultan Mohamed III, qui a fait en sorte d'installer les Juifs là-bas parce qu'il savait qu'ils pouvaient en tirer
avantage. Mais avec les sultans suivants au XVIIIe siècle, leur situation va se dégrader. Là, je reviens à l'ensemble du Maghreb, et il y a de vrais pogroms, notamment à Tétouan en 1655, puis en 1790. Il y a même un décret d'expulsion qui est promulgué pour les expulsés de Tétouan, mais qui ne sera pas appliqué grâce à des interventions. Voilà. Ils auront un petit peu de répit pendant quelques années à la fin du 19e, pendant la conquête espagnole, donc présence espagnole entre 1860 et 1862. Ensuite, ça retombe et il faudra attendre l'arrivée des Français, donc en 1912, qui imposent leur protectorat sur le Maroc, pour que leur situation commence un peu à s'améliorer. Alors, je dis commence à s'améliorer parce que vous allez le voir avec les rapports de l'Alliance israélite universelle. Les rapports sont absolument consternants, désespérants. J'y arrive. Il y a tout de même, à la fin du 19e, Mohamed IV qui leur accorde l'égalité des droits, mais c'est un décret qui ne sera pas toujours respecté, mais leur situation s'améliore de façon assez significative avec Hassan Ier, donc entre 1873 et 1894. Cela n'empêchera jamais les discriminations de perdurer, des pressions, des chantages, des enlèvements d'enfants, des menaces, alors quand ce n'est pas des coups, quand ce n'est pas des emprisonnements totalement arbitraires, des assassinats tout simplement, enfin tout ça pour dire que la situation n'est pas du tout idyllique. Alors, bien entendu, il faut relativiser parce que à la même époque, en Russie et en Pologne, c'était bien pire. Dans toute l'Europe chrétienne, les Juifs ont été victimes d'expulsions et de massacres en permanence dans toute leur histoire. Il faudra attendre la Révolution française et l'élan libérateur de la Révolution française pour que ça change, et ça n'a pas changé à cette époque-là en Europe de l'Est. D'accord ? Donc, il valait quand même mieux à cette époque-là être en Afrique du Nord, mais ce que souligne Georges Bensoussan, qui a écrit 2 ouvrages majeurs sur la place des Juifs en terre d'islam, il dit que le judaïsme ou l'anti-judaïsme en terre d'islam est plus sournois que ce qu'il est en terre chrétienne. En terre chrétienne, on massacre. Voilà. Bon. En Afrique du Nord, c'est plus sournois. C'est-à-dire que chacun a, entre guillemets, son juif, comme certains nazis avaient aussi leur juif. Mais ce juif est susceptible à chaque instant de devenir une victime, même de celui qui était censé être son ami auparavant. Voilà ce qu'écrit Joseph Halevi en 1876, au moment où l'Alliance israélite universelle est créée. Bon, je ne vais pas revenir sur l'Alliance israélite, je pense que tout le monde connaît, c'est à partir de 1860 que les écoles de l'Alliance s'implantent dans tout le monde arabe, dans l'espoir d'implanter la culture française et de faire progresser un peu ces communautés. Voilà ce qu'écrit donc Joseph Halevi. Chacun à sa manière estime naturelle l'infériorité du juif. L'arbitraire est rationalisé. Il s'agit d'un système politique et psychique où la violence et l'humiliation ont pour objet de rappeler aux juifs qu'ils ont des maîtres qui peuvent faire d'eux tout ce qu'ils veulent. Donc, vous voyez, c'est une sorte d'institution. Voilà, c'est institutionnalisé, c'est comme ça, le juif, c'est l'inférieur. Et d'ailleurs, c'est une des raisons, à mon avis, j'ai toujours pensé ça, de l'hostilité terrible qu'il y a eu des Arabes vis-à-vis des Juifs au moment où des premières aliotes, enfin surtout la deuxième, la troisième, la quatrième, en Israël. C'est que là, qu'est-ce qui se passait en fait pour les musulmans? C'est que les choses s'inversaient entre Juifs et musulmans. Les Juifs avaient toujours été inférieurs et les musulmans s'estimaient donc supérieurs. Et là, le rapport de force s'inversait en défaveur, bien sûr, des musulmans. Alors, lorsque les premières écoles de l'Alliance ouvrent, notamment au Maroc, les choses vont évoluer très lentement, très lentement. C'est-à-dire que les mentalités évoluent très lentement. Les écoles, tout de même,
vont permettre, génération après génération, à tous ces enfants et ces écoliers de sortir un peu de la misère intellectuelle dans laquelle ils étaient plongés. On donne également des repas gratuits à des enfants, à des familles qui n'avaient pas forcément les moyens d'offrir 3 repas par jour à leurs enfants, mais il faudra vraiment plusieurs générations d'enfants pour que les choses évoluent vraiment. Et d'abord, il faut savoir que très peu d'enfants seront scolarisés dans les écoles de l'Alliance. Il fallait déjà que les parents fassent partie d'un milieu un peu plus évolué pour accepter que cette culture française pénètre dans les têtes des enfants, en quelque sorte. Hein. Donc, tous ceux qui étaient les plus orthodoxes, les plus religieux, les plus superstitieux aussi, restaient ancrés vraiment dans la religion et n'envoyaient leurs enfants que dans les écoles juives. Et puis, il y a aussi le fait que ces écoles ne sont pas encore très organisées, que les élèves ne sont pas très assidus, qu'à partir d'un certain âge, les parents qui sont pauvres envoient les enfants travailler, donc ils ne fréquentent pas l'école de façon très assidue. Et puis, il y a les lieux qui sont décrits par les rapports de l'AIU qui sont absolument terribles. Par exemple, à Marrakech, l'enseignement est dispensé dans des granges. Voilà un rapport que je vous cite, avec un sol en terre qui s'imbibe d'eau quand il pleut. Donc, on est encore vraiment dans des régions très arriérées où les choses ne sont pas simples. Un bulletin de l'Alliance dit encore en 1883 que ces écoles sont des asiles pour miséreux. Des asiles pour miséreux. Savoir également, très important, que les rabbins à l'époque, comme dans le monde ashkénaze, d'ailleurs souvent d'Europe de l'Est à la même époque, hein, les rabbins avaient l'autorité entre les mains. Et avec l'arrivée des écoles de l'Alliance, les rabbins vont commencer à avoir peur. Ils vont avoir peur que leurs élèves leur échappent, qu'on leur mette dans la tête des idées un petit peu de la laïcité à la française, que la connaissance de la Bible devienne secondaire. Et ces rabbins commencent à s'immiscer, disons, dans la vie des familles en essayant d'empêcher les parents d'envoyer leurs enfants dans ces familles. C'est à ce moment-là qu'a lieu un phénomène assez étrange. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué certainement qu'il y a beaucoup de Loubavitch d'origine séfarade. Peut-être que vous avez remarqué ça. D'où viennent ces Loubavitch séfarades? A priori, les Loubavitch, c'est quand même des Ashkénazes. Mais je dirais même qu'aujourd'hui, à part à New York, en Europe et peut-être même en Israël, une majorité de Loubavitch sont des Arabes, sont des séfarades. D'où ça vient? Eh bien, parce que quand les écoles de l'Alliance se sont implantées en Afrique du Nord et surtout au Maroc, où il y avait un vivier d'enfants très important, parce qu'ils étaient très nombreux, les Loubavitch se sont dit on ne peut pas laisser perdre en quelque sorte pour le judaïsme tous ces enfants. Il faut contrer le poids, l'importance de ces écoles de l'Alliance qui risquent de détourner les enfants juifs du droit chemin. Et donc, ils ont envoyé des émissaires au Maroc notamment, et ils ont mis entre les mains, une sorte de marché mis entre les mains des familles séfarades qui étaient pauvres, et leur ont dit, souvent ces familles avaient beaucoup d'enfants, 8, 10 enfants, parfois plus, et ils leur ont dit, nous prenons en main gratuitement l'éducation de vos enfants, nous leur offrons le gîte et le couvert, nous les éduquons dans le judaïsme, et les parents, bien sûr, étaient tentés quand même, il faut le reconnaître, d'accepter parce que ça faisait des bouches en moins à nourrir et c'était au moins une garantie, disons, pour ces enfants d'avoir une éducation juive. Et donc, ils ont laissé partir comme ça pas mal d'enfants qui ont été emmenés dans des yeshivot européennes, dont certaines en France d'ailleurs, à Aix-les-Bains, mais certaines ailleurs en Europe et d'autres même au Canada. Et voilà comment ces enfants se sont, entre guillemets, assimilés en fait à la culture ashkénaze et ont été éduqués, ont commencé à mettre les vêtements noirs, faire pousser les paillettes, etc., comme les Loubavitch. Alors, un autre tournant va venir bien sûr de l'arrivée des Français. Donc ça, c'est 1912, protectorat français, qui va
à la fois protéger et permettre le progrès culturel et social des Juifs, mais à la fois accroître d'une certaine façon l'anti-judaïsme. Pourquoi? Parce que les Juifs sont associés, assimilés en quelque sorte aux colonisateurs, hein, aux Français en fait. On estime qu'ils sont proches des occupants, de ceux qui sont venus s'installer, et donc il y a une forme d'anti-judaïsme qui se fait jour à ce moment-là, et notamment en 1912, il y a encore un pogrom à Fès qui fait quand même une soixantaine de morts. Donc certains historiens estiment que ce pogrom qui a beaucoup marqué les consciences, il y a certains moments aussi où ça a été le cas, par exemple pour le pogrom de Kishinev en Bessarabie, 1903. Ici, c'est le cas pour le pogrom de Fès. Certains pogroms qui marquent les consciences davantage que d'autres. Donc, c'est peut-être le début de l'origine du départ de beaucoup de Juifs du Maroc. Mais, comme il y a un accroissement démographique important, ces départs ne compensent pas l'accroissement démographique. La mortalité infantile commence à baisser aussi grâce à l'apport de la modernité, grâce à l'arrivée des Français, etc. Pour vous donner une idée de cette démographie galopante, en 1900, au Maroc, ils sont 100 000 et en 1948, ils sont 265 000. Vous voyez, en un demi-siècle, ils ont vraiment beaucoup augmenté, ce qui en fait la communauté la plus importante de tout le Maghreb. Que se passe-t-il pendant ce temps en Algérie? L'Algérie, elle est déjà française, puisque depuis 1830, elle a été colonisée. Ils sont moins nombreux. Elle a été colonisée au début du règne de Louis-Philippe. Ils étaient entre 15 000 et 17 000 à l'époque. Donc, vous voyez, c'est sans commune mesure avec le Maroc. 6 500 vivaient à Alger à ce moment-là. La France va tout de même mettre fin au statut de dhimmi. C'est la France, donc voilà, même si on est encore dans un pays musulman, c'est la France. Beaucoup vont devenir des sujets français. La France crée 3 consistoires à Alger, à Oran et à Constantine. Donc, les Juifs, désormais, en Algérie, sont soumis à la justice française, à l'administration française, ce qui implique tout de même un déclin de l'autorité aussi des rabbins. Ils ne sont plus soumis au droit rabbinique, mais à la justice française. En 1865, Napoléon III propose aux indigènes qui le souhaitent, juifs comme musulmans, d'obtenir la nationalité française et donc l'égalité. Ce qui impliquait beaucoup de restrictions, de changements pour les musulmans, comme par exemple, en premier lieu, de renoncer à la polygamie. Et pas seulement à la polygamie, mais aux méthodes de répudiation des femmes. Et là, les musulmans ne sont pas d'accord. Et puis, ça impliquait aussi, il ne faut pas oublier, le service militaire. Donc, bien entendu, les musulmans ne sont pas d'accord. Les juifs sont majoritairement d'accord, mais le processus sera très lent. Et c'est simplement avec le décret Crémieux, donc 24 octobre 1870, que les Juifs vont acquérir la nationalité française. Voilà ce que dit le décret. Les Israélites indigènes des départements de l'Algérie sont déclarés citoyens français. En conséquence, leur statut réel et leur statut personnel seront, à compter de la promulgation du présent décret, réglés par la loi française, tout droit acquis jusqu'à ce jour restant inviolable. Voilà comment ils acquièrent cette nationalité. Ils sont à l'époque 34 574 exactement à devenir français. Alors, ce décret, il avait aussi un intérêt pour la France, c'était de faire des soldats, puisque dès lors qu'on est français, on participe à l'armée. Et c'est vrai que le fait qu'on soit en pleine guerre de 70, ça peut être un tout petit peu tout de même était pour quelque chose dans cette histoire. Crémieux, lui, il aurait souhaité intégrer les musulmans aussi dans ce décret, mais d'une part, les musulmans ne le souhaitaient pas pour les raisons que je viens de vous donner, et d'autre part, les colons français, les Français d'Algérie eux-mêmes, n'y étaient pas favorables. Ils voulaient évidemment marquer leur supériorité vis-à-vis du monde musulman. Mais pendant toute cette période française, les Juifs d'Algérie donc vont s'occidentaliser,
vont apprendre le français, s'habiller à l'occidental. Après, ils se partagent quand même encore entre école juive et école française, mais beaucoup, de plus en plus, vont aller vers l'école française, d'autant plus qu'avec Jules Ferry, l'enseignement devient obligatoire et gratuit. Donc, évidemment, tous les petits juifs vont en bénéficier. L'Alliance donc n'a pas tellement de besoin de s'implanter en Algérie, ils préfèrent laisser les enfants dans l'école française. Alors l'envers de la médaille, c'est que si beaucoup ont accueilli la France comme une libératrice, beaucoup d'autres ont perçu l'ingérence française comme une sorte de volonté de les assimiler. Donc plus on était religieux et plus on voyait la présence française comme un danger de disparition, en fait, d'assimilation. Et puis, il y a aussi les Français, on va dire, de souche, hein, donc les colons français installés, qui sont, pour la plupart, pour beaucoup, il ne faut jamais généraliser, bien sûr, mais pour beaucoup, très antisémites, très anti-juifs. Hein. Ils sont aussi anti-arabes, ça va souvent ensemble. Hein. Et donc, pendant l'affaire Dreyfus, par exemple, ce sont les colons français, et pas du tout les Arabes, qui sont à l'origine d'exactions et d'émeutes anti-juives importantes, notamment à Alger. Par exemple, en une semaine, en janvier 1897, 140 magasins juifs sont détruits, il y a 2 morts et une centaine de blessés. Et il ne faut pas oublier également qu'Édouard Drummond, anti-dreyfusard et antisémite acharné, opposé au décret Crémieux bien sûr, est élu à ce moment-là député d'Alger, ce qui évidemment met le feu aux poudres, ou en tout cas attise le feu. Et là, ça va dépasser les frontières de l'Algérie française, puisqu'il y aura des exactions juives dans toute l'Afrique du Nord, notamment un pogrom à Casablanca en 1917, à Constantine en août 1934, qui fera 25 morts, et à Oujda en 1948. Donc vous voyez, même ce XXe siècle qui est resté dans les souvenirs des Juifs marocains comme un siècle de cohabitation pacifique, a été marqué tout de même par pas mal d'exactions. Qu'en est-il en Tunisie? Comme ça, j'aurais fait le tour des 3 pays du Maghreb. Les Juifs sont moins nombreux, ils sont souvent très pauvres, ils sont souvent persécutés, la dimitude est peut-être plus sévère encore en Tunisie que dans le reste du Maghreb. Et quand la Tunisie va devenir une province de l'Empire ottoman en 1574, et ensuite ils vont voir arriver des maranes judaïsés ou rejudaïsés, hein, des maranes qui reviennent à leur judéité, notamment d'origine portugaise. Et là, il y a une communauté très importante que vous connaissez certainement qui va maintenant s'installer en Tunisie. C'est la communauté des Juifs de Livourne. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces Livournais? En fait, on les appelle les Grana. Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui s'appellent Grana, de famille. Alors, d'où ça vient ce nom? Grana, ça vient de la déformation hébraïque de Livourne, parce que Livourne, dans le dialecte italien de la région, ça s'appelait Legorno. C'était une déformation de Livorno, mais c'était devenu Legorno. Legorno devient en hébreu, quand c'est déformé, Gorni, et de Gorni, encore une déformation, c'est devenu Grana. D'accord? Donc, voilà, ce sont des familles qui avaient été invitées à s'installer à Livourne par un noble au XVIe siècle. Et puis, ils ont commencé à commercer avec l'Afrique du Nord, au point que beaucoup vont finalement s'installer en Tunisie. Alors, au début, c'est 15e, 16e siècle, mais le plus grand nombre arrive à la fin du XVIIe. Ils sont poussés par des opportunités commerciales. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont toujours former un groupe à part. Et vous savez, comment dire, j'ai envie de dire presque une sorte de racisme social, si vous voyez ce que je veux dire, hein, d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre. Bon, ça s'est vu entre les Ashkénazes et les Séfarades à l'époque moderne, mais ça se voyait entre les Séfarades et les Ashkénazes dans l'autre sens, à Amsterdam par exemple au XVIIe siècle, où les Ashkénazes étaient méprisés par les Séfarades. Mais ici, c'est les Grana qui méprisent les Tunisiens. Ceux qui sont les Twansa, Twansi, on les appelle comme ça, les vraiment Tunisiens de souche, qui sont de conditions plus modestes, qui parlent judéo-arabe,
alors que les Granats s'estiment la fine fleur. Bon, ça a été aussi le cas, par exemple, pour les Saloniciens. Bon, ça, c'est l'origine de ma famille, donc je peux vous en témoigner. Les Saloniciens se sont toujours estimés la fine fleur du judaïsme séfarade. Vraiment, vraiment séfarade, parce que venu d'Espagne. Et donc, il y a pratiquement un schisme, on peut dire, entre les Granats, les Livournais et le reste des Tunisiens, à tel point qu'il y a même un décret rabbinique qui institutionnalise ce schisme. Ils ont chacun leur synagogue, ils ont chacun leur cimetière, ils ont chacun leurs écoles. Il ne faut pas mélanger. D'accord? Donc ça, c'est… Voilà. Indépendamment de ça, 17e, 18e, les Juifs sont aussi victimes de discrimination, d'un système judiciaire qui leur est toujours défavorable et avec aussi, comme ailleurs, des exactions. Ensuite, le milieu du 19e siècle voit les problèmes entre Juifs et Arabes dans tout le Maghreb s'exacerber, sans doute en raison de la présence française, comme je disais tout à l'heure, dû au fait que les Juifs sont assimilés aux Occidentaux et vus comme donc des forces hostiles au monde musulman. Tout de même, le statut de dhimmi est annulé en 1857, notamment par les Français en Algérie, et avec un article, l'article 4, qui stipule que les sujets israélites ne subiront aucune contrainte pour changer de religion et ne seront pas empêchés dans l'exercice de leur culte. Voilà. Ce qui n'empêche pas encore des exactions à la fin du 19e siècle. Je voudrais passer… Alors, j'ai dit que j'allais parler du Maghreb, donc l'Égypte, par exemple, ne fait pas partie du Maghreb, donc, mais je peux quand même dire quelques mots sur l'Égypte, parce que l'Égypte a aussi été conquise par les Ottomans, et il y a 31, au XVIIe siècle, 31 synagogues, rien qu'au Caire. Rien qu'au Caire, 31 synagogues. Et le judaïsme égyptien a la réputation d'avoir accueilli pas mal d'intellectuels et d'avoir été un peu le haut du panier, si vous voulez. Là aussi, c'est des histoires de différences sociales. Là, il y a eu un protectorat britannique qui a peut-être aussi accentué à la fois ce progrès des Juifs, mais l'hostilité ou la méfiance, en tout cas, des musulmans vis-à-vis des Juifs. Il y a les frères musulmans, bien sûr, qui font leur apparition en 1928, et la situation commence à devenir très difficile en Égypte, déjà avant la création de l'État d'Israël, pendant la fameuse grande révolte, grande grève qui commence en 1936 en Palestine. Et là, dans fin des années 30 et les années 40, il y a des pogroms en Égypte. Bien sûr, ça va exploser au moment de la création de l'État d'Israël, comme ça sera le cas d'ailleurs dans tous les pays musulmans, l'Irak, l'Iran, etc., qui vont déclarer la guerre à Israël et du coup, qui vont chasser les Juifs de leur pays, alors qu'ils y étaient quand même pour certains depuis 2000 ans, hein, et que c'était des familles quand même très, très intégrées. Voilà, alors je vais résumer en 2 mots, parce que le temps passe, en 2 mots ce qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Maroc et l'Algérie ne sont absolument pas occupés par les nazis. La Tunisie l'a été, mais pendant un temps très court, entre novembre 42 et mai 43. Néanmoins, le statut des Juifs de Vichy est appliqué dans les 3 pays du Maghreb, qui sont donc sous protectorat ou colonie française. En tout, à ce moment-là, on compte 450 000 Juifs dans tout le Maghreb, tout pays confondu. Et alors, il y a un point assez contesté quant à l'attitude du futur roi du Maroc, Mohamed V, vis-à-vis des Juifs et du statut des Juifs. Il aurait déclaré « Il n'y a pas de Juifs au Maroc, il y a seulement des sujets ». Alors, c'est tout à fait possible qu'il ait dit cela, cette déclaration est assez unanimement attestée, mais selon Georges Bensoussan encore, sur lequel je me fonde ici, sa déclaration aurait plutôt eu comme but de montrer au gouvernement de Vichy qu'il restait souverain dans son propre pays et que donc il n'entendait pas faire appliquer les lois de Vichy aux Juifs de son pays, puisqu'il estimait qu'ils étaient des sujets.
Donc, il est vrai qu'aucun juif n'a été déporté du Maroc. L'Algérie étant française, tout ce qui se passe en France se passe également en Algérie. Donc, évidemment, toutes les discriminations que vous connaissez. La résistance est très importante en Algérie à travers un réseau de résistants juifs. Non, attention, un réseau de résistants dans lequel il y a beaucoup de juifs. Alors, je dis juifs, ce n'était pas vraiment un lapsus, c'est parce que ce sont des juifs qui l'ont fondé, ce réseau, et ils s'appelaient les frères Aboulker, Raphaël, Stéphane et José. Et ils ont donc fondé ce réseau qui s'appelle le réseau des 400. Au début, ils étaient 400, et ils sont donc les juifs largement majoritaires dans ce réseau. D'accord ? Alors ensuite, bon, il y aura quand même quelques rafles, notamment en Tunisie en décembre 1942. Et je me souviens que j'avais un étudiant, j'essaie de me souvenir de son nom, ça ne me revient pas maintenant, Gabriel son prénom, mais j'ai oublié son nom, qui avait écrit son histoire et il faisait partie, ses parents faisaient partie des quelques déportés de Tunisie. 365 juifs mourront en déportation à partir de la Tunisie. Alors, ce faible nombre s'explique pas seulement parce qu'on protégeait les juifs, mais parce que aussi il y avait un manque de SS, un manque de bateaux, un manque d'infrastructures pour les transporter. Le père de Serge Moiti, notamment, a été déporté. Finalement, la Tunisie sera libérée en mai 1943 par les forces alliées. Alors, en novembre 1942 débute l'opération Torche, qui sera le nom de code du débarquement des forces anglo-américaines en Algérie et au Maroc, avec une centaine de navires de guerre et 100 000 hommes. Et tout ça, aidé par les forces du réseau de résistance Aboulker, finalement permettra au Maghreb de s'en sortir en quelque sorte. Mais les Juifs ne retrouveront la nationalité française dont ils avaient été déchus par le gouvernement de Vichy à Alger qu'en octobre 1943, grâce au Comité français de libération nationale créé par De Gaulle le 3 juin 1943. Voilà, ça c'est pour l'épisode de la période de la guerre. Ensuite, vous devez connaître sans doute très bien cette histoire post-guerre. Ce qui s'est passé, c'est que la création de l'État d'Israël a provoqué une vague d'anti-judaïsme, d'antisémitisme dans tous les pays du Maghreb. Il y a eu des périodes, par exemple la guerre des 6 jours, alors déjà 48 bien sûr, hein, la guerre des 6 jours a été un autre moment très dur parce que, par exemple, au Maroc, les radios musulmanes, les radios marocaines, diffusaient de fausses informations, hein, exactement comme Poutine en ce moment le fait en Russie, selon lesquelles Israël était rayé de la carte. Voilà. Et donc, les gens qui écoutaient ces informations, à l'époque, on ne pouvait pas très bien être différemment informés, évidemment, au Maroc. Et donc, les gens qui entendaient ça prenaient peur pour leurs enfants. Et c'est à partir de la guerre des 6 jours qu'il y a eu une grande, très importante vague de migration des Juifs du Maroc vers la France, notamment. Voilà, et je vais terminer avec quelques chiffres. Beaucoup de Juifs d'Afrique du Nord sont venus en France parce qu'évidemment, il y avait la facilité de la langue, déjà quand même, hein, ils parlaient tous français, mais beaucoup vont partir pour Israël également. On estime que plus de 260 000 Juifs du Maroc, soit 80%, vont partir pour Israël. 129 000 étaient venus, au moment de la création de l'État d'Israël, 56 000 de Tunisie, 14 000 d'Algérie, 45 000 d'Égypte, et puis d'autres pays que je vous cite, même si ce n'est pas le Maghreb, 129 000 d'Irak, 35 000 de Libye et 4 500 de Syrie et 3 000 d'Iran. Voilà. Et 50 000 du Yémen. Et comme vous le savez, pour terminer, leur accueil n'a pas été un accueil digne de ce nom, puisque l'establishment ashkénaze présent à ce moment-là en Israël a parqué, on peut dire vraiment parqué ces juifs séfarades dans ce qu'on appelait les Mahabarot, c'est-à-dire des camps de transit. Hein, enfin, c'était des camps de transit qui n'ont pas été transitoires du tout, puisqu'ils ont duré pendant très longtemps. On les considérait véritablement comme la lie de la terre. On ne leur donnait pas on leur donnait que les travaux, les métiers les plus
les plus bas que les Ashkénazes ne voulaient pas faire. Ils ont été très mal logés. On a construit pour eux des sortes de HLM, on va dire, hein, dans des villes qui n'étaient pas chères, hein, comme Beersheba, par exemple, où ont été logés beaucoup de Marocains. Et il faudra attendre vraiment plusieurs générations pour qu'enfin ces Juifs d'Afrique du Nord trouvent en Israël une place à peu près équivalente à celle des Ashkénazes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je suis là. Merci beaucoup, Ariane. C'était une introduction parfaite pour notre voyage et pour ce monde de Maghreb que sans doute plusieurs d'entre vous, d'entre ceux qui sont présents ce soir, est quelque chose de connu. Vous l'avez vécu vous-même. Alors, j'ouvre les questions. Si quelqu'un a des questions, vous pouvez allumer votre micro. Oui. Oui, Janine, on t'écoute. Oui. Je vais vous poser une question. Bonsoir. Les Juifs de Tunisie sont apparemment arrivés en Afrique du Nord à partir avec les Phéniciens et ont été imprégnés ou même étaient passés aussi par la Sicile avant d'arriver en Tunisie. Parce qu'il n'y a pas que les Livournais qui parlaient l'italien en Tunisie, il y avait d'autres personnes qui parlaient l'italien, notamment, je ne parle même pas de Tunis, hein, je parle dans les régions à l'intérieur du pays, notamment celles qui sont côtières et pas loin de la Sicile, qui me font dire cela. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Mais beaucoup étaient là, voilà, beaucoup étaient là déjà depuis, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis la période du Second Temple et surtout avec les conquêtes romaines. Et puis, ça a été alimenté par diverses migrations et notamment certains sont passés effectivement de la Sicile à la Tunisie. Et d'ailleurs, en Tunisie, on a la Griba où il y a une pierre qui semblerait être une pierre que les pèlerins auraient ramenée du temple de Jérusalem. Bon. Ça, je pense que ça fait partie des légendes. Possible. C'est possible. Peut-être. C'est possible. Peut-être. On a trouvé quand même à Kérouan, à Nabeul, à Gamart, des vestiges qui sont très, très, très anciens. Oui, absolument. Et des tombes, comme je disais, des tombes aussi. Dans tout le Maghreb, on trouve des tombes qui datent de l'époque romaine. Voilà, donc comme je participerai à ce voyage, je tenais à Très bien. Il est intéressant. Vous avez bien fait. À partir de cette histoire, à partir de ça, d'imaginer que l'histoire des Juifs de Tunisie est une histoire très ancienne et très riche. Tout à fait. Voilà. Mais ils ont toujours été quand même infiniment moins nombreux qu'au Maroc. Hein. Mais absolument, d'ailleurs, c'est un plus petit pays. Et puis oui, je voulais vous poser une autre question. Oui. On retrouve très souvent en Tunisie des noms de famille identiques chez les Juifs et chez les musulmans. Oui, ça c'est pareil dans tout le Maghreb. Hein. C'est vrai, partout. Ah oui, absolument. Ah oui, il y a plein de noms communs, parce qu'en fait, beaucoup de noms étaient des noms arabes, tout simplement. C'était des noms de métiers, parfois. Par exemple, Torjman. Torjman, c'est un nom de métier, ça vient de Tourgeman. Hein. Mais il y a aussi des noms, beaucoup de noms avec Ben. Alors, Ben David, non. Mais beaucoup de noms avec Ben. Le mien. Il veut dire fils, enfin celui de mon époux veut dire fils de bijoutier. Je m'appelle Benassaya. Et ben voilà. Et alors, il y a beaucoup de Ben qui sont en fait indifféremment juifs ou musulmans. Ouais. D'accord, mais c'est pas de la même façon que dans le monde ashkénaze, beaucoup de noms typiquement allemands, par exemple, sont des noms juifs. Parce qu'on leur donnait, par exemple, Königsberg ou Mendelssohn, ou des choses comme ça. Parce qu'ils prenaient des noms de la langue locale, des métiers ou des villes d'où ils venaient. Oui. Schneider, par exemple. Par exemple. Et puis il y a Sarfati, qui est un nom qui est dans tout le bassin méditerranéen. Ça veut dire français, donc c'est déjà. Ça veut dire français, Sarfati, ça c'est sûr. Voilà. Merci beaucoup, Janine. On a une question de Liliane Zand, à qui je salue d'ailleurs. Bonjour Liliane, qui demande combien reste-t-il de Juifs au Maghreb?
Alors, en Tunisie, d'après les chiffres que j'ai en tête, en Tunisie, il en resterait un petit millier, environ 1000, d'accord? Au Maroc, c'est plus, mais grosso modo, ça se situerait entre 4 et 5 000. Et en Algérie, non, en Algérie, il n'y en a plus. En Algérie, il n'y en a plus. OK. En Égypte, il y en a bon, peut-être un tout petit peu de personnes très âgées à Alexandrie. Mais bon, voilà, c'est les personnes les plus âgées qui n'ont pas eu le courage, enfin le courage non, mais la possibilité matérielle de partir. Mais il y a une vie juive assez florissante encore au Maroc. D'ailleurs, vous allez le voir si vous allez… Oui, on va la voir. Et en Tunisie, c'est un millier, on va dire, à peu près. OK, merci. Alors, il y a quelqu'un qui pose une question, mais on ne voit pas le nom. Donc, monsieur ou madame 163 042. Je voulais poser une question sur les langues. Est-ce qu'il y a un judéo-arabe unique ou est-ce qu'il y a plusieurs judéo-arabes? Alors, moi, je ne suis pas du tout linguiste, mais donc je vais répondre ce que je sais. Maintenant, je laisserai aux linguistes le soin de me corriger s'il y en a. Il y a toujours dans tous les dialectes des différences selon les pays ou les régions, parce qu'il y a des mots qui sont arrivés dans ces dialectes venant d'un endroit ou d'un autre. Par exemple, le judéo-arabe qu'on parle au Maroc a plein de mots espagnols, parce que l'Espagne est descendue au Maroc beaucoup plus que dans les autres pays. D'accord? Comme disait Madame tout à l'heure, le judéo-arabe de Tunisie a pris aussi des mots italiens. Alors, il y avait ceux qui parlaient complètement italien, bien sûr, mais petit à petit, ils sont un peu assimilés aussi, mais ils ont pris des mots italiens. Et donc, ce n'est pas exactement le même judéo-arabe. Mais je pense qu'un juif du Maroc arrivé en Tunisie ou en Algérie se faisait comprendre à l'époque dans les autres communautés. Oui. OK. Merci, Martine. Et alors, je vois maintenant Daniel et Jacqueline. Vous pouvez poser votre question, mais il faudra allumer votre micro d'abord. Oui, je peux. Ah, et attends, Martine, il y avait d'abord Daniel et Jacqueline qui voulaient poser une question. Il y en a quelqu'un, il y a Claudine qui a posé… oui. Mais je n'ai pas eu le temps de dire. Oui. Oui, bonsoir. Je vais mettre ma vidéo. Je voulais savoir… je ne sais pas qui c'est qui parle, à Jacqueline. Voilà, c'est Jacqueline. Oui. Okay. Est-ce que vous pouvez me préciser quand est-ce que les Lubavitch ont mené leur action au Maroc? À partir du début du XXe siècle. Ah, d'accord. Voilà. Déjà quelques-uns ont commencé à arriver à la fin du XIXe, mais c'est surtout à partir du début du XXe siècle qu'ils ont commencé à envoyer des émissaires assez massivement pour prendre des enfants et les éduquer à leur façon. Merci bien. OK, Daniel. Oui, alors, bonsoir d'abord. Ce que je voulais vous montrer, c'est ceci. Je ne sais pas très bien, c'est un document que nous avons reçu d'un cousin de Jacqueline il y a 15 jours à peu près, sur les juifs, enfin les berbères juifs. Oui. Les berbères, qui sont-ils? C'est extrêmement intéressant. Il y a à peu près une vingtaine de pages de texte et autant de pages de notes. C'est extrêmement instructif. On doit pouvoir trouver ça facilement sur Internet. C'est le site Amazigh, AMAZIGH.press. Je pense que ça devrait intéresser beaucoup de gens. Voilà. C'est gentil, j'espère que tout le monde a eu le temps de noter. Sinon, Loïka, peut-être que tu noteras et tu nous enverras. Daniel, tu pourras m'envoyer les informations, Daniel, s'il te plaît, comme ça. D'ailleurs, ça serait utile pour notre voyage. Voilà. Et j'en profite pour saluer Daniel et Jacqueline qui ont été mes étudiants pendant longtemps. Ariane? Oui, Elena? Oui, je voulais demander, en fait, bon, j'espère que j'ai écouté ce que tu as dit, mais d'après ce que j'avais compris, en fait, les Berbères, ce sont d'anciennes tribus juives qui ont été converties non. Il
les Berbères, ce ne sont pas du tout des Les tribus juives. premiers Les Berbères habitants. étaient au départ des tribus complètement païennes, mais qui se sont convertis, dont une partie s'est convertie au judaïsme au moment où le judaïsme était encore prosélyte. Et le judaïsme était un peu prosélyte. Allez, on ne va pas dire qu'il faisait du prosélytisme de contrainte, hein, pas du tout, ce n'est pas ce que je veux dire. Hein. Mais il y a eu un prosélytisme juif dans tout l'Empire romain, par exemple, et d'ailleurs, beaucoup de Romains païens, avant l'arrivée du christianisme, avant Constantin, avant que le christianisme ne devienne religion d'État avec Constantin, il y avait des païens, aussi bien des Berbères d'un côté, les tribus du Maroc, et pas seulement du Maroc d'ailleurs, et que d'ailleurs des Romains païens, beaucoup ont été attirés par cette idée monothéiste en fait. Hein. Ils ont estimé qu'il y avait des choses positives dans cette doctrine monothéiste et donc ils ont été tentés un peu de se convertir. Après, il y a pas mal de conversions qui se sont faites simplement par mariage mixte, tout simplement. D'accord. Oui, parce qu'une fois, j'avais rencontré une famille berbère et en fait, c'est eux qui avaient dit, en fait, c'est d'anciennes, on était sans doute juifs avant parce qu'ils ne savaient pas exactement pourquoi. Ils gardaient la séparation du lait et de la viande. Oui, c'est très drôle parce que, mais il faut bien être clair, ils n'étaient pas juifs du tout à l'origine. C'était des tribus païennes, complètement païennes, qui ont été attirées par le judaïsme et qui se sont convertis. Et après, certaines ont gardé effectivement certaines traditions, comme par exemple le mélange du lait et de la viande. Et puis après, au moment de l'arrivée de l'islam, ils se sont massivement convertis à l'islam. Mais il y en a qui aiment à dire encore aujourd'hui qu'ils sont d'origine juive. Oui. Voilà. Étonnant, mais c'est comme ça. Oui, comme tu parlais aussi des Lubavitch, etc. Donc, et peut-être aussi, moi j'ai entendu dire que l'expulsion d'Espagne, il y a aussi une certaine quantité de séfarades qui ont émigré en Pologne. Bien sûr, ils ont émigré partout en fait où ils ont pu. Le plus nombreux, c'était l'Empire ottoman. Beaucoup sont descendus vers l'Afrique du Nord. Beaucoup sont allés, un certain nombre sont allés dans la France du Sud, notamment Bordeaux, c'était des maranes un peu judaïsants, Bordeaux, la Provence, et puis il y en a qui sont montés vers le nord, notamment vers Amsterdam, et certains ont poursuivi vers la Pologne, parce que la Pologne était assez accueillante. Accueillante, merci, voilà, assez accueillante à cette époque-là. Après, ça a changé malheureusement. Après, ça a changé, ouais. Merci. Mais en yiddish, on dit que Pologne, ça s'appelle Pauline. D'ailleurs, en hébreu, la Pologne, ça s'appelle Pauline. Ils ont fait un jeu de mots en disant Po, plus loin, Lin, ce qui veut dire en hébreu, ici, installe-toi. D'accord. Pour montrer à quel point c'était accueillant pendant ce moment-là. Voilà. Ariane, il y a une question de Claudine Benoliel. Oui. Est-ce qu'il existe une migration de Juifs d'un pays du Maghreb à l'autre, Oui. notamment des Juifs venant d'Italie? Venant d'un premier temps d'Italie. Est-ce qu'il existe, votre question concerne quelle époque? On peut dire que oui, grosso modo, oui, il y a toujours eu des migrations. Les Juifs n'ont pas cessé de bouger. Donc, ils ont pu passer pendant toute leur histoire d'un pays à l'autre, oui, bien entendu, au gré des opportunités commerciales, ou alors chassés par un pogrom ou des décisions discriminatoires. Oui, ils n'ont pas cessé de bouger, en fait. Pas seulement d'un pays du Maghreb à l'autre, mais du Maghreb à l'Europe et de l'Europe au Maghreb. Vous vous rendez compte que Léon Ashkenazi, qu'on appelle Manitou dans son langage éclaireur et israélite, Ashkenazi, ça veut dire allemand, il était complètement séfarade, en fait. Hein? Donc, c'est passé dans tous les sens, les migrations. Je peux te poser une autre question, Ariane? Ce n'est pas directement lié, mais j'étais très étonnée parce que j'ai entendu Stéphane Fraisse qui parlait de son film. Et il a dit que l'histoire d'aller chercher des étroguimes en Calabre, ça venait d'un midrash. Ça m'a stupéfaite. Ben, je n'ai jamais entendu parler de ça, moi. Non. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Et comment elle s'appelait la Calabre? Comment on savait à l'époque du Talmud que c'était la Calabre? C'est bizarre, hein? Oui, personne n'a jamais entendu parler de ça. J'ai posé la question aussi. Jamais. C'est bizarre, hein? Ouais.
Là, je vois une autre question justement de Guy Agege. Ma maman s'appelait Ashkenazi avec une ascendance turque. J'ai été frappée par cette ressemblance. Mais non, mais c'est ça, c'est ce que je viens de dire. C'est que les gens bougeaient et on les appelait, comme Léon Ashkenazi, on les appelait du nom du pays d'où ils venaient. Alors, Sarfati, c'est des gens qui venaient de France. Ashkenazi, c'est des gens qui venaient d'Ashkenaz, donc d'Allemagne. Mais après, ils migraient, donc ils s'installaient là où ils voulaient, là où il y avait des opportunités, et ils gardaient le nom de leur origine. Mais enfin, c'est pas pour ça qu'il y a une Turquie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Ariane? Moi. Oui, je crois entendre la voix de Martine. Oui. Oui, on t'écoute, Martine. Oui. Moi, c'est pas vraiment une question, mais bon, c'est comme Ariane a suggéré que bon, puisse éclairer sur en tant que linguiste sur la langue du judéo-espagnol du Maroc. Oui. Oui, je voulais dire que cette langue qui est effectivement minoritaire et aujourd'hui, disons, pratiquement disparue, s'appelle la Haketia. Voilà. Et d'autre part, sur les Juifs du Maroc, il y a quelque chose d'intéressant parce qu'il faut distinguer les Juifs de la partie du protectorat espagnol, qui en fait étaient des Juifs qui venaient de la péninsule et qui étaient, disons, différents des Juifs, disons, du reste du Maroc, qui étaient plus, bon, bien qu'après il y a eu des mélanges judéo-arabes ou judéo-berbères. Et disons, ces communautés de la partie espagnole avaient un statut, disons, social beaucoup plus élevé, constituaient une petite bourgeoisie et même bon, qui a prospéré, surtout avec bon, la vie économique de Tanger, donc c'était des gens qui étaient, disons, beaucoup plus proches des Européens. Bien sûr, et c'est un petit peu la même chose entre les Granats et les Tunisiens, en quelque sorte, installés depuis longtemps. Tous ceux qui ont vécu pendant un moment en terre européenne avaient déjà une culture qui, malheureusement, c'est comme ça, était supérieure, il faut le dire, hein, les choses comme elles sont, étaient supérieures à celles des pays arabes. D'ailleurs, dans tout le Maghreb, on ne compte pratiquement pas de grands intellectuels, de grands philosophes, comme on en a compté dans l'Espagne médiévale, comme Maïmonide, Halévy, etc. Il y a eu des grands rabbins, il y a eu des exégètes, il y a des grammairiens, des choses comme ça, mais ça n'a rien à voir du point de vue intellectuel. Donc forcément, ceux qui venaient d'un pays européen arrivaient avec un bagage culturel que n'avaient pas ceux qui étaient depuis toujours dans ces pays, en terre d'islam, où la culture était moins présente. Merci. Martine, on a une question de Jean-François ou de Sylvie. Alors, j'ai une question. Est-ce que tu peux nous donner, moi je ne connais pas bien, est-ce qu'il y a des écrivains ou des poètes juifs marocains? Ben justement, c'est ce que je viens de dire. Et c'est ce que je viens de dire. Hein. À ma connaissance, il y en a sûrement, mais qui sont de petite envergure peut-être, mais je ne les connais pas. Et il n'y en a pas tellement. Il n'y a pas tellement le monde. C'est vrai qu'il faut reconnaître que le monde séfarade n'a pas donné de grands intellectuels. Hein, voilà. C'était surtout des débats entre rabbins, des choses comme ça, des livres d'exégèse, des choses comme ça. Mais on n'a pas l'équivalent du monde ashkénaze. Et ni de scientifique. Il y a pas bon. Oui, non. Mais vous gagnez par la cuisine. Pas beau. Oui, c'est ça, absolument, absolument. D'accord. On est sensible aussi. Hein. Ok. Voilà, on va peut-être clore les questions. Si quelqu'un a encore une question, on peut… Non, ce n'est pas une question. Je voulais juste dire à Ariane que je la remercie beaucoup parce que quand j'étais en Israël, donc on a fêté l'anniversaire de la mort de Bialik. Ah oui. Et manifestement, les gens à l'Ulpan étaient très ignorants. Et j'ai raconté, grâce à toi, tant mieux. tout ce que je savais sur Bialik. Eh bien, tant mieux. Tu te fais mon interprète et mon ambassadrice en Israël. Mais j'ai cité mes sources et tes livres. Ah ben, c'est gentil.
C'est gentil, merci. Moi, j'ai une question qui n'est pas du tout technique ou pas du tout dans le truc. Qui habite avenue Gambetta? Ah, ça, c'est par rapport à notre groupe qui Ça, parle. c'est pour un covoiturage, je pense. Non, enfin non, on ne pense pas à ça, mais on est voisins, quoi. C'est ça. Nous, on est voisins. On va le découvrir sur place. Voilà. D'accord. Ok, merci. Ok, donc un grand merci, Ariane. Ça fait vraiment Merci, très Rebecca. plaisir de te Super. revoir. Tu es en forme. J'espère que ça sera en vrai bientôt. Oui, j'espère aussi. Et Ok. merci à tous d'être là, d'être venus aujourd'hui. Pour ceux qui participent au voyage au Maroc, à dimanche. Et puis pour les autres, peut-être à bientôt. Voilà. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous et bon revoir. voyage. Profitez bien. Merci. Merci, Au revoir. merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Bon